Votre première mesure à la tête de la ville? Je réquisitionnerai les 30 000 logements vacants pour répondre à la crise du mal-logement. Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre aparté politique. Aujourd'hui, nous sommes avec Sébastien Barle. Il mène la liste Debout Marseille, écologiste et citoyenne, une liste soutenue par le parti Europe Écologie Les Verts. Il a longtemps milité pour un large rassemblement des forces de gauche. C'est finalement seul qu'il se lance à la conquête de Marseille. Qui est Sébastien Barle? À lui de vous le dire. Suivez-nous. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors on a invité les candidats à l'élection municipale de Marseille à choisir un lieu qui leur est cher et vous avez décidé de nous amener ici sur l'île du Frioul près de l'hôpital Caroline. Alors qu'est-ce qu'on fait là? C'est un lieu auquel je suis extrêmement attaché parce que très jeune j'étais venu sur ce lieu, il y avait une soirée sur Aragon dans mon souvenir et c'était une soirée absolument magique avec des projections, avec des textes qui étaient déclamés par des poètes. Il est magique aussi parce que il y a encore quelques années, il y avait un festival très connu qui s'appelait le festival Mimi autour de musique improvisée. Et je fais passer des soirées absolument magiques dans cette cour de l'hôpital Caroline. Pour moi, il symbolise ce lieu, la relation ville-nature. Et c'est vrai que Marseille tourne le dos très souvent à la mer. Et là, voilà, on a cette rade et on a la ville, on a l'ensemble de la ville sous notre regard. Et donc voilà, j'adore la vue de Marseille depuis la proue du Frioul. Et j'aimerais que cet hôpital, qui est en réhabilitation, effectivement, soit un peu un lieu justement autour des métiers de la mer, autour d'un lieu, alors pas forcément grand public, mais où il puisse y avoir des chercheurs du monde entier qui viennent sur la question de la préservation de la Méditerranée, la question des métiers de la mer, où il pourrait y avoir des formations, une espèce de centre de ressources sur la mer. Et c'est ce qui manque cruellement à Marseille. Ça, c'est un projet de campagne et vous savez, dans la première partie, on est surtout là pour parler de votre vie marseillaise. Vous êtes arrivé à Marseille pour faire vos études. Vous pouvez nous raconter vos premiers pas dans la cité phocéenne? En fait, je connaissais déjà Marseille parce que j'ai de la famille qui est originaire de Marseille. Je venais voir des matchs de l'OM, du grand OM, fin des années 80. Et donc voilà, j'ai aimé le stade, la ferveur populaire de Marseille. Et puis surtout, c'est quand je suis arrivé pour faire mes études de droit à Aix. Là, j'étais avec ma cousine à la Belle de Mai, dans un lieu absolument féerique. C'était un peu un lieu à la Marius et Jeannette. Il y avait une petite cour. Et puis on rentrait, donc elle avait un petit 2 pièces, tout petit 2 pièces. Mais il y avait un petit balcon. Et à côté de nous, il y avait une vieille dame qui venait souvent nous amener de la ratatouille, etc. Et surtout en dessous, il y avait un ancien pêcheur italien qui nous amenait du poisson grillé. Il faisait griller son poisson tous les soirs d'été. Et c'est un quartier que j'ai adoré, parce qu'à l'époque, c'était aussi... Il y avait la Friche, pas loin, donc on allait passer nos soirées à la Friche, qui était à l'époque un lieu complètement bouillonnant. Et vous avez retrouvé un magazine. Oui, tout à fait. Qui s'appelle Tactique. Alors vous l'avez ici, on l'a là. Qu'est-ce que ça évoque ce magazine Tactique dont le comité de rédaction, je crois, était ouvert aux citoyens marseillais? À l'époque, à la Friche, donc c'était pas la Friche telle qu'elle est aujourd'hui, c'était une friche, c'était encore une espèce de squat artistique. Et quand on rentrait par la rue Jobin en bas, il y avait effectivement la rédaction de Tactique qui était là. Et le journal Tactique, c'était un journal qui était gratuit. C'était en plein bouillonnement culturel. Marseille, à ce moment-là, il y avait énormément de cafés-concerts. C'était toute l'époque, à la fois de Massilia, du rap, du hip-hop, la mouvance hip-hop qui était très foisonnante à cette époque-là. Et donc, le Tactique, c'était un peu la caisse de résonance de tout ce mouvement. Et ça permet, quand on était étudiant, on ouvrait le Tactique et on savait où est-ce qu'on allait aller tel soir dans la semaine pour... Et c'est en plus un journal très engagé au niveau de la société, des événements de société. Vous êtes venu à Marseille pour faire des études dans quel domaine? J'étais en droit à Aix-en-Provence. Mais en fait, j'aimais pas trop Aix-en-Provence. Et donc j'allais en journée là-bas pour mes études. Et le soir, je revenais plutôt chez ma cousine, justement, la Belle de Mai. C'était rapide, en plus en car. Et c'était rapide en car? À l'époque, c'était rapide en car. Ouais. Non, je préférais largement passer mes soirées et mes week-ends à Marseille. J'étais un étudiant qui aimait faire la fête et mes parents, je bossais. Il y a des matières que j'aimais beaucoup. Ouais. Vous avez un parcours très militant, mais il y a aussi un leitmotiv, quelque chose qui revient très souvent, même dans vos discours, quand vous faites des conférences de presse en public, c'est cette lutte contre le Rassemblement national, Front national à l'époque, l'extrême droite. Et vous allez me dire ce que cette photo vous évoque. C'est l'entrée du sous-marin, oui, qui était en fait un lieu à Vitrolles. Moi, j'étais militant pour Ralfron à l'époque. Arrivé à Aix, effectivement, j'ai rejoint Ralfron. Maigret venait d'être élu, en fait, en 97, il a été élu maire de Vitrolles. Et il y a eu cette mobilisation sur un lieu emblématique de la culture à Vitrolles. Ce lieu a été fermé, donc il bâillonnait la culture, la culture un peu vivante locale. Ça a fait l'objet ensuite d'une grosse mobilisation
Et notamment, il y a eu une manifestation, je me souviens, à l'intérieur du sous-marin, où il y avait Renault, il y avait Noir Désir qui était présent, il y avait tous les groupes un peu phares français de l'époque. Donc, il y avait Higelin qui était là également, qui était venu soutenir la défense du sous-marin et de la culture, d'une culture vivante à Vitrolles, donc bâillonnée par le FN. Ce lien avec l'écologie finalement, avec les Verts, ça ne se fera pas véritablement à Marseille, mais plutôt au Parlement européen, avec une rencontre. C'est Daniel Cohn-Bendit. En fait, en 98, j'ai gagné un concours pour être boursier Schuman, et je suis parti au Parlement européen pour faire un rapport. Je travaillais sur la question du travail non valorisé des femmes. Et j'avais toqué à la porte de Cohn-Bendit, qui pour moi était la figure iconique de 68, et puis le trublion libertaire. Enfin voilà, moi j'avais une image absolument mythique. Et il a été adorable, il m'a reçu, on a discuté pendant 1 heure de plein de choses. Et je l'avais vu en fait, sa manière de fonctionner aussi au Parlement européen, de convaincre les gens, de ne pas avoir d'a priori en fait, idéologique sur la manière d'aller voir un tel et de le convaincre de se mobiliser sur la défense des droits de l'homme notamment. Ça m'a beaucoup plu, je me suis dit je vais adhérer au Vert en rentrant en France, je suis derrière. Il y a eu une petite période où vous avez connu une période de chômage. Oui. Et vous avez participé à ce moment-là à une manifestation de chômeurs. Et vous rencontrez dans cette manifestation... Je rencontre au hasard Jean-Luc Benamias, qui était, peut-être plus à l'époque secrétaire national des Verts, mais qui était en tout cas à la région, qui venait de s'installer dans le sud et qui me dit si tu te réinstalles à Marseille, tu n'as qu'à bien bosser avec nous au sein du groupe écolo. On passe du militant, je passe du militant écolo et je deviens plus politique. Je rentre dans une institution publique, mais je me régale parce qu'en fait on met en place des politiques publiques très très innovantes sur l'économie sociale et solidaire, où je rencontre quelqu'un qui m'a beaucoup appris, c'est Philippe Chénaud, à qui, vraiment je veux lui rendre hommage ici parce qu'il a fait un travail remarquable sur justement l'économie sociale et solidaire. Il m'a appris beaucoup sur le tissage de relations. Il mettait tout le monde au même niveau en fait quand il bâtissait une politique publique. Ça m'a beaucoup formé, ça m'a beaucoup appris. Vous nous avez amené un autre objet qui représente aussi votre quotidien, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est? Je vous laisse l'ouvrir. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit panneau de photovoltaïque. Donc c'est pour aller au Frioul et pour charger son téléphone quand on est au Frioul et qu'on veut camper au Frioul. Mais pour moi, on est ici, on voit bien qu'on a des gisements considérables. Il y a du vent, on a ce soleil qui est là 320 jours par an. Et en fait, je me dis, mais c'est fou parce que quand on regarde notre ville, on produit quasiment pas d'énergie renouvelable. On n'a quasiment pas de toit avec des panneaux photovoltaïques. Et en fait, on pourrait quasiment être autonome au niveau énergétique. Or, on est dépendant d'une énergie qui est... Il y a une politique quand même régionale qui vise justement il y a une politique dans le cadre soutien et les écologistes ont été un peu moteurs dans cette politique, dans le développement de filières d'alternatives énergétiques. Mais il manque en fait une vraie volonté coordonnée en fait, de toutes les collectivités pour que tout le patrimoine public, les collèges, les lycées, les écoles soient couvertes en panneaux photovoltaïques, qu'on puisse nous-mêmes produire d'ailleurs, qu'il y ait une coopérative ou une régie directement de production d'électricité, qu'on arrive vraiment à jouir de nos ressources naturelles qu'on a ici et de ces ressources renouvelables, d'énergie renouvelable. Alors on ne va pas parler pique-nique, de randonnée, mais dans la Méditerranée ici, quels sont les plats que vous affectionnez particulièrement? Là pareil, ça rend fou un peu ma famille, c'est l'aïoli. Ah oui, mais ça c'est familial, c'est une vieille tradition familiale. Donc l'aïoli effectivement c'est mon plat fétiche et puis après la ratatouille de ma mère. Et elle fait la ratatouille avec l'huile d'olive j'imagine? Ah bah oui. D'ailleurs vous nous avez amené quelque chose. Oui, qui tout à fait, ouais. Ah oui, avec tout ça. Ouais. En fait c'est un olivier, c'est un petit olivier. Bon, le pot il n'est pas joli. L'olivier pour moi c'est la Méditerranée. C'est la Méditerranée et c'est à Marseille par exemple le symbole d'une Marseille ville ouverte. Parce que ça renvoie pour moi à la Grèce, à l'Antiquité. Ça renvoie aussi au mythe fondateur de Marseille, Protis Égyptis, le grec qui arrive à Marseille et qui est accueilli à bras ouverts par la belle Égyptis. Enfin, voilà, pour moi, ce mythe, il est absolument sublime et je trouve qu'on a tendance à l'oublier. Marseille est souvent, malheureusement, est souvent dépeint comme une ville qui se replie et donc moi j'aime dans Marseille cette ville cosmopolite, ouverte, ville-monde et ville ouverte pour le monde. L'olivier, c'est aussi le témoin des épisodes climatiques très lourds. C'était l'hiver 56, c'était l'olivier qui mourait. Cet arbre qui, a priori, est très résistant, c'est un symbole de puissance en Provence. Donc c'est symbole de paix, de ce lien entre tout le monde méditerranéen. Et c'est aussi, pour moi, en fait, le rapport qu'on peut avoir, le retour en tout cas qu'il faut développer avec l'agriculture urbaine, notamment, urbaine et périurbaine. C'est l'olivier nourricier aussi. Vous parlez aussi de l'olivier justement comme un symbole de paix. Est-ce que vous êtes en guerre avec le printemps marseillais? Ah non, pas du tout. Non, je ne suis pas en guerre. Je suis en guerre avec personne. Sauf avec certaines idées. Mais vous avez prôné l'union pendant de très nombreux mois. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec le printemps marseillais? Pour moi, le printemps marseillais,
était trop sous l'emprise des appareils politiques et donc ne valorisait pas assez l'émergence citoyenne. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, l'heure de l'écologie est arrivée. L'écologie et le renouvellement citoyen, pour moi, ce sont les deux leviers qui doivent permettre à cette ville de changer. Et donc, je ne les ai pas retrouvés dans ce qui n'était pas encore le printemps marseillais, mais ce qui était s'unir ou subir. Et on a vu effectivement que ça s'est enlisé, on a vu la difficulté qu'ils ont à montrer leur tête de liste. Et puis ensuite, on voit que l'offre politique, en fait, c'est une offre qui malheureusement n'est pas vraiment une offre renouvelée et citoyenne. On va clôturer cette première partie avec un petit jeu. Et c'est le jeu du miroir. Vous allez me dire ce que vous voyez dans ce miroir. C'est compliqué de se voir dans un miroir, mais je vois à la fois une responsabilité quand je vois ce qui est derrière moi, cette ville. Quand je pense à mes enfants aussi qui vivent dans cette ville, qui vivent dans une ville qui est extrêmement polluée, qui est une ville qui a été laissée complètement à l'abandon, avec un système politique qui est gangréné par le clientélisme, l'affairisme. Et donc ce que je vois, c'est cette responsabilité-là de changer ensemble cette ville, mais c'est également une volonté. Et une volonté, ça je sais qu'elle m'anime. Elle m'anime parce que ça fait 20 ans que je crois en écologie, et ça fait des années qu'à Marseille, ensemble avec beaucoup d'acteurs, on souhaite remettre cette ville à l'heure de la transition écologique et énergétique, et on pense que réellement, le cap c'est ça. Le cap c'est changer cette ville avec une volonté ferme de la transformer autour de l'écologie, autour du renouvellement citoyen, autour de cette éthique de responsabilité. On va passer maintenant à un jeu qui s'appelle son et image. Et on va d'abord écouter le son que vous avez choisi. Comme nous, oh, que c'est bon cousin. Ok, les bleus. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle. Pleine de pêcheurs, elle est pleine de pêcheurs, des petits, des gros et même des tours. Ouais, cette chanson, c'est effectivement, moi surtout, c'est un jour de l'an. Alors je sais pas quelle année c'était, 92, peut-être c'est le début de Massilia, ça je pense. Et je dormais en fait, on essayait de dormir, quoi, et quelqu'un mettait cette chanson en permanence, quoi, voilà, elle résonne encore en moi. C'était une nuit infernale de jour de l'an, et c'est une superbe chanson, moi j'adore. Hein. Et vous la chantez régulièrement? Pas de Marina, en plus c'est écolo, hein, pas oui. de Marina, si c'est pas la Riviera, ni la Costa Brava. Bon, on va passer à quelque chose d'un peu plus sérieux maintenant, avec une image symbolique aussi qui conditionne cet engagement dans l'écologie. Et je vais vous montrer. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. À lundi, Je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci mes amis. Ben, c'est sublime, c'est René Dumont donc en 1974 par rapport à la finitude de la terre, des ressources. Voilà, c'est absolument, on part de l'eau qui est le besoin vital premier de l'homme. Pour moi, c'est un geste absolument sublime du précurseur de l'écologie politique en France en tout cas. C'était 1974, sa candidature à la présidentielle, qui a, je pense, marqué beaucoup les consciences. Il n'a pas fait un score mirobolant, mais c'était un lanceur d'alerte sur l'eau et sur voilà, toute cette fragilité de notre monde. Et voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui est très précieux. Ça évoque aussi le fait qu'à la tête de la municipalité, vous souhaiteriez renégocier le contrat de délégation publique. Effectivement, je crois que la question de l'eau, ça a été une bataille qu'on a menée il y a quelques années à Marseille pour considérer enfin l'eau comme bien commun. Cette bataille, malheureusement, on l'a perdue parce que la DSP, malgré toute notre ardeur au combat, a été renouvelée. Donc on est reparti pour un contrat au long cours avec le privé. Et nous, ce que l'on aimerait, c'est renégocier ce contrat pour permettre en fait, à l'usager de payer moins de factures d'eau et pour permettre surtout de favoriser la sobriété en matière de consommation. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est qu'on mette en place un barème. Par exemple, avec les 50 premiers litres d'eau, il y a des municipalités qui appliquent ça, 50 premiers litres d'eau gratuits et ensuite progressivité du tarif, c'est-à-dire plus on consomme, plus on paye cher. On va passer maintenant à la musique choisie par la rédaction. Vous allez me dire si vous reconnaissez. La croisière s'amuse. Hein. Voilà, la croisière s'amuse pour parler du sujet des croisières à Marseille, dont les pollutions sont très problématiques. Dans la région, c'est 2 millions de touristes. Ouais. Ça génère plus de 400 millions d'euros sur l'ensemble de la région. Est-ce que véritablement, selon vous, il y a une compatibilité entre l'économie et l'écologie dans cette filière-là? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une compatibilité réelle entre une autre économie et entre l'écologie. On veut vraiment développer
une autre économie autour de la fonctionnalité, une économie autour du partage, autour de la complémentarité entre acteurs publics et acteurs privés. Donc ça, c'est évident qu'il y a une complémentarité entre écologie et économie. Une économie de la reconversion aussi industrielle, donc une économie plutôt tournée vers l'avenir et vers la circularité aussi des ressources. Et surtout une économie qui arrête la course au toujours plus. Et dans le croisiérisme, nous, ce qui nous gêne, c'est cette course au gigantisme en fait. C'est le fait qu'on a des navires qui arrivent à Marseille, qui sont des navires avec 10 000 personnes, dans un bateau. Enfin, je ne comprends même pas l'intérêt touristique. C'est insoutenable pour nos ports, parce que ça génère effectivement des pluies de particules fines sur les quartiers, notamment les quartiers nord de Marseille, mais également le Panier notamment. C'est insoutenable également pour notre mer elle-même, pour la Méditerranée, où on voit le milieu marin également être détérioré par cette course au gigantisme. Est-ce qu'on doit arrêter d'avoir des bateaux de croisière? Non, on ne dit pas qu'il faut arrêter le croisiérisme, on dit qu'il faut arrêter cette course au gigantisme, qu'on peut accueillir des navires petits de 2000 personnes, peut-être, il faut voir. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est si on arrive au pouvoir à Marseille, c'est qu'on réunisse les mers de la Méditerranée qui sont frappés par ce problème du croisiérisme, en tout cas qui s'interrogent à faire un sommet euro-méditerranéen avec le maire de Naples, effectivement, le maire de Venise, de Barcelone, de Valence, se réunir et de voir comment est-ce qu'on arrive à réguler dans notre mer déjà la pollution. Contrairement à la mer Baltique et à la mer du Nord, les navires peuvent polluer au fioul lourd sur notre mer Méditerranée. Nous, on ne dit pas qu'il faut arrêter dès demain le croisiérisme. Ce que l'on dit en fait, c'est que ce croisiérisme, ça a été la seule vision de développement sous l'ère Godin. Ça a marché, effectivement, on arrive au seuil des 2 millions et en fait assez peu de retombées économiques. Quelques retombées, mais elles sont assez modestes. Et par contre, les retombées écologiques sont très fortes et les retombées sanitaires, parce que ça occasionne aujourd'hui des centaines de morts sur notre territoire métropolitain. Il faut développer un écotourisme. À Marseille, on a un espace littoral qui est absolument génial, avec des ressources, avec des spots de plongée génialissimes. Et on ne sait pas les accueillir, on les accueille dans des algécos. Il faut faire un vrai centre de plongée sous-marine à Marseille, accueillir des gens du monde entier qui viendraient faire cette plongée. On a le parc des Calanques qu'on accueille dignement, des randonneurs, des gens qui font de l'escalade. Il faut développer cette forme d'écotourisme beaucoup plus respectueux de la nature, garder une forme de croisiérisme effectivement, mais se dire qu'il faut en tout cas arrêter d'accueillir des monstres des mers de 10 000 personnes qui n'occasionnent que des pluies de particules fines pour les riverains. Maintenant, je vais vous montrer la photo que la rédaction a choisie, et c'est une petite vidéo en l'occurrence. Et la corniche sans voiture, c'est la journée du vélo, non? Ça. Ben, c'est super, on va ouvrir la corniche, nous c'est dans notre projet. Alors, on veut que le week-end, pour commencer, la corniche soit complètement piétonne, vélo, mode doux. Dès fin mars, la corniche sera ouverte, ce sera la fête du printemps à tous les Marseillais pour qu'on puisse déambuler aisément. Alors pas que pour les vélos, pour les trottinettes, les vélos, les piétons. Au-delà de la corniche, les pistes cyclables. Là, on voit bien à Marseille qu'on a une ville qui est 2 fois plus grande que Paris et on a 10 fois moins de pistes cyclables. On a 80 km de pistes cyclables aujourd'hui, il y en a 800 à Paris. Est-ce que la constitution de la ville de Marseille elle est faite des questions de voirie? Voilà, il n'y a pas assez peut-être de. Mais parce qu'en fait, il faut avoir une volonté politique. Il n'y a pas de parking à vélo, effectivement, mais c'est pareil, c'est la volonté politique. À la Joliette, qu'on sanctuarise les parkings souterrains pour en faire des parkings à vélo, qu'on garde des places. Alors aujourd'hui, il y a un plan vélo. Ça, c'est quand même nouveau. Il a été voté il y a quelques mois. Plutôt. C'est positif, ça. Plutôt bien en termes de planification. Il est plutôt intéressant. Maintenant, il faut l'exécuter. Il faut que dans 2 ans, on arrive à atteindre 200 km de vélo à Marseille. Et dans 4 ans, 400, 500 km, qu'on arrive très vite à développer des grands axes en vélo depuis l'Estac, qu'on puisse aller de l'Estac en fait au quartier sud par la corniche justement en circulation douce, en vélo, sans être écrasé par une voiture. Donc en fait c'est simple, il faut juste une volonté politique. On est dans notre 3e séquence de notre aparté politique et là on va aborder la partie programmatique de Debout Marseille. C'est la liste que vous portez, estampillée Europe Écologie Les Verts. Vous portez 13 grandes priorités et d'ailleurs vous ne parlez pas de projet, vous parlez plutôt de contrat pour changer Marseille. Ça va de la préservation des espaces naturels agricoles au développement des maisons de santé, la rénovation des écoles bien sûr. Qu'est-ce qui vous différencie vous finalement? Est-ce que c'est votre vision? Qu'est-ce qui différencie Sébastien Barle avec sa liste Debout Marseille? Je pense qu'on porte un projet qui est assez unique, Debout Marseille, le Rassemblement écologiste et citoyen, parce que nous on a une vision systémique et surtout on porte la cohérence d'un projet. La cohérence, c'est que nous on est tourné vers tout notre regard est tourné vers la transition écologique et solidaire. Et pour nous, ça veut dire qu'on développe un certain nombre de filières que l'on liste. On va en parler tout à l'heure, je pense, des différentes filières que l'on souhaite développer dans le cadre d'une cité de la formation. On est tourné vers une ville résiliente aussi, et une métropole résiliente, c'est-à-dire une ville qui est adaptée aux grands chocs qui arrivent, aux grands chocs climatiques. Il ne faut pas les nier, y compris quand on parle
des logements, de la rénovation des logements, d'une ville où on a un logement extrêmement dégradé avec 40 000 logements indignes, il faut aussi penser à isoler ces logements quand on va les rénover. Pareil pour nos écoles. Et donc c'est une vision qui est globale, si vous voulez, c'est pas du ripollinage ici et là, c'est pas les petits bonshommes CTLM qu'on met là et à côté on continue à gérer en rond. Cette vision systémique dont vous parlez, est-ce que vous l'avez chiffrée? Est-ce que c'est un projet que vous avez chiffré à l'heure actuelle? On a chiffré certaines séquences, là on est en train de finaliser notre projet, notre programme dans sa globalité. Nous ce que l'on dit en tout cas c'est que tous les projets nouveaux que l'on met en avant, ils sont chiffrés par du redéploiement budgétaire. D'accord ? Et donc les économies budgétaires que l'on peut faire, c'est par exemple sur le fonctionnement. On a déjà dégagé 26 millions d'euros. C'est ce que vous dites, 26 millions d'euros d'économies. Vous allez faire quoi justement? Vous allez dégraisser du coup les effectifs de la Non, moi de la je pense qu'il faut redéployer. Je ne suis pas sûr qu'il faille Ça veut dire quoi, dégraisser. redéployer? Redéployer les moyens, c'est par exemple, je pense à la police municipale, les 450 agents. Nous on ne dit pas qu'il faut rajouter les policiers municipaux, comme il y a une course, il y a une surenchère là-dessus. Aujourd'hui on a 70 agents qui sont mis au protocole et aux cérémonies des élus. Réellement, je pense que ce n'est pas du tout nécessaire. Il y a besoin d'un audit global pour examiner les besoins, pour voir qui doit être formé. Je pense aux tatas, par exemple, qui ont des métiers très différenciés et pas forcément valorisés. Et elles ne peuvent pas faire à la fois le ménage et s'occuper des enfants, s'occuper de la cantine. Voilà, donc ça, il faut spécialiser le personnel, il faut le former et valoriser ce personnel. On peut redéployer énormément de moyens budgétaires. Je pense au volet routier, les fameux projets climaticides dont je parlais, le tunnel Fleussing, le boulevard Robin Sud. Tous ces crédits, on les redéploie sur le grand plan de développement des transports collectifs. Des moyens financiers à aller chercher au niveau européen. Moi, j'ai travaillé au niveau du Parlement européen. Il manque aujourd'hui à Marseille une cellule d'ingénierie avec des gens qui vont travailler pour le montage de projets. Et pour voir des économies, justement, beaucoup évoquent la vente du stade Vélodrome. Est-ce que vous y êtes favorable? Alors nous, en tant qu'écologiste, moi j'étais élu municipal à ce moment-là, c'était en 2009-2010, à l'époque de la rénovation du Vélodrome, vous savez, pour accueillir l'Euro 2016. Il y avait ce projet, vente ou PPP, enfin bien sûr tout le monde a choisi le PPP, parce qu'on ne pouvait pas vendre le stade, c'est un bijou de famille, on peut brader tous les services publics, tout notre patrimoine, mais par contre le stade c'est sacré. Alors qu'en fait, l'OM, les clubs de supporters nous disaient mais non, mais nous on veut bien. C'est plus logique d'ailleurs que le stade appartienne au club à l'OM, qui est le club phare de cette ville, qui fait bouillonner cette ville. Vous parlez aussi de la mise en place d'un revenu de la transition écologique. Alors ça marche comment? Alors le revenu de la transition écologique, en fait, pour nous c'est essentiel, c'est à l'échelle de la métropole. Ça s'appuie en fait sur une aide des fonds européens, de fondations privées. L'idée c'est de faire une coopérative où en fait vous êtes boulangère. Vous voulez faire du pain bio. Okay. Et vous dites, mais en fait c'est compliqué, machin, vous allez taper à la porte de cette coopérative en disant, voilà, moi je viens à la cité de la transition écologique et je veux transformer ma boulangerie. Et on va vous dire, voilà, vous allez pouvoir bénéficier pendant 3 mois d'une formation spécifique, on va vous mettre en relation avec les partenariats et pendant 3 mois vous allez avoir un revenu de transition pour vous permettre d'avoir cette formation-là. Alors je pense au grand bassin industriel que l'on a avec la nécessaire reconversion de ces emplois toxiques en activités beaucoup moins polluantes et beaucoup plus respectueuses de l'environnement. L'idée c'est que ces salariés soient accompagnés vers des activités beaucoup plus soutenables. Au-delà du revenu de la transition écologique, il y a un vrai enjeu, c'est la reconversion de ces usines qui sont dans la métropole mais aussi à Marseille. Alors là on s'y prend comment? Il faut faire en fait un pôle de la reconversion. Nous ce que l'on souhaite c'est faire une grande cité de la transition écologique qui aurait à la fois un volet recherche, développement et un volet formation. Chaque année, on a 100 000 jeunes qui sortent notamment des quartiers populaires et qui souvent n'ont pas d'accès à l'emploi. Sans diplôme. Sans diplôme. Et on sait que sur le territoire marseillais, il y a 60 000 emplois qualifiés qui manquent. Par cette cité des métiers de demain, on veut créer des filières de formation, mais également développer de nouvelles filières en s'appuyant sur nos pôles de recherche, Château-Gombert, l'Arbois, tous ces pôles de recherche en s'appuyant en partenariat avec l'université, au niveau énergétique, au niveau des métiers de la mer, au niveau de la biologie également, au niveau de la biomédecine, au niveau de... il y a plein de filières que l'on peut développer. Ce projet de cité, vous aimeriez qu'elle voie le jour dans les quartiers nord de Marseille. Là, vous parlez d'un travail de collaboration avec l'université, mais comment aussi elle peut s'intégrer avec les acteurs économiques qui travaillent déjà, des acteurs de l'insertion comme le Carburateur ou encore Cap-au-Nord? Ce serait bien que ce soit dans les quartiers nord parce qu'on est sur l'arrière-port, il y a énormément de friches, donc il y a un espace d'accueil potentiel et il y a déjà des lieux qui existent. Je pense à Ici Marseille qui c'est de l'économie partagée, donc c'est vraiment déjà l'économie de demain, ça s'est installé aux Crottes. Puis l'idée c'est de s'ouvrir au quartier nord, donc effectivement il y a Cap-au-Nord Entreprendre, on a l'école de la deuxième chance effectivement qui peut être aussi un vivier, une passerelle avec cette cité
de la transition écologique. On a rencontré le président de l'université et on lui en a parlé et ça l'intéresse beaucoup de faire cette liaison également avec cette cité. Les quartiers nord sont en fait le cœur battant, c'est le cœur de la métropole, c'est la centralité, ça doit être la nouvelle centralité de la métropole parce que c'est là qu'il y a un vrai gisement d'emploi, c'est là qu'on a du foncier utilisable pour installer des entreprises, des start-up, des chercheurs autour de la transition écologique et solidaire. Dans votre projet, l'un des axes, c'est oxygéner la démocratie. Et vous aimeriez créer ce qu'on appelle les conseils de quartier. Est-ce que c'est des CIQ, une nouvelle forme de CIQ, ou est-ce que ça ressemble plutôt à la Convention citoyenne pour le climat avec des citoyens justement qui participent à l'élaboration de la loi, comme l'a créé le gouvernement? En fait, c'est un peu les deux. Marseille, aujourd'hui, est en état d'agonie. Il n'y a pas de débat dans cette ville. Il n'y a pas d'espace démocratique de débat. Malheureusement, quand on s'adresse à un citoyen, souvent, il ne nous parle jamais de projet collectif, mais il nous parle d'intérêt individuel. Il faut retrouver ce rapport à la citoyenneté, à la chose publique, à la politique, au sens noble du terme. Ça doit passer par l'échelle la plus proche des citoyens, c'est le quartier. Et à Marseille, il y a cette identité au quartier qui est quand même géniale. Nos fameux 111 noyaux villageois. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place des vrais conseils de quartier, c'est-à-dire d'accompagner la transformation des CIQ, des conseils d'intérêt de quartier, qui ont eu leur rôle, qui sont attachés à leur indépendance. Mais l'idée, c'est de développer la composition de ces conseils, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que la jeunesse n'y est pas trop. C'est des instances qui, parfois, avec des représentants qui sont là depuis très longtemps. Donc l'idée, c'est d'oxygéner la démocratie locale en mettant des vrais conseils de quartier. On veut mettre en place un vrai budget participatif. On va les doter, par exemple, de 20 000 € pour qu'ils puissent, en fait, décider de l'animation de leur quartier. Est-ce qu'on fait un carnaval? Est-ce qu'on fait une fête de quartier comme c'était le cas avant? Mais ça reste encore à l'échelle d'un quartier. Mais ça, c'est le premier outil. Deuxième outil, toujours dans le budget participatif, c'est un budget d'équipement. Les habitants, dont les citoyens tirés au sort, vont décider quel est le besoin premier. Est-ce qu'on va rénover tel ou tel bâtiment? Est-ce qu'on va essayer de réaménager telle place? Il y a d'autres espaces de démocratie locale qu'on souhaite voir mis en œuvre. Par exemple, le Collège du Futur. Le Collège du Futur, c'est à l'échelle de la ville et à l'échelle de la métropole. Et ce sera des représentants à la fois citoyens tirés au sort, mais également des experts reconnus, urbanistes, architectes, entrepreneurs, qui seront à côté de l'Assemblée des élus. Et ceux-là vont décider en fait des grands schémas de planification pour répondre aux enjeux de demain. Il y a beaucoup d'autres priorités dans votre programme, on ne peut pas les aborder toutes, mais on en a abordé certaines. On va conclure cette partie avec la question d'un autre candidat. Oui. Et là aussi, c'est une surprise, donc je vous laisse écouter. Sébastien, mon cher Seb, je voulais savoir si tu étais content d'avoir récupéré sur tes listes Madame Fretzel, qui est une guériniste patentée. Salut mon Seb, je t'embrasse. Cette question de Stéphane Ravier. Ce qui est étonnant, c'est que moi j'attendrais plutôt de Stéphane Ravier qui s'excuse sur les propos sexistes, odieux qu'il a eu à l'encontre de Madame Fretzel au sein du conseil municipal. Elle a déposé plainte. Je pense que M. Ravier, sur le rapport aux femmes, c'est quand même un rapport qui est d'un sexisme gras. Alors Madame Fretzel est une écologiste. Moi je la connais depuis très longtemps, parce que je l'ai même connue quand j'étais étudiant. Elle était dans le mouvement des chômeurs. C'est une syndicaliste d'abord. Et c'est une vraie militante écolo qui a son jardin partagé, etc. Elle a été, effectivement, en 2015, candidate, la Force du 13. Je pense plus par amitié pour des relations dans les quartiers nord de Marseille. Moi, c'est ce qu'elle m'a dit, en tout cas, avec un ami. Mais enfin, aujourd'hui, elle n'a aucune relation avec Guérini. Enfin, aujourd'hui, remettre ça sur le tapis, personne ne pourra nous reprocher en tant qu'écologiste de ne pas avoir mené cette bataille contre le système local, contre la corruption, contre l'affairisme, contre les emplois fictifs. Je pense au combat sur l'eau, par exemple, le combat sur la SEM. À Marseille, il n'y a jamais un seul élu écologiste, et dans toute la France d'ailleurs, qui n'a été inquiété pour des raisons de probité publique. Ce n'est pas le cas pour l'ensemble des formations politiques, et y compris la formation du Front National, qui a été inquiété à Toulon, à Vitrolles, pour des affaires liées à la gestion publique. Dans cette partie, Sébastien Barle, qui s'appelle la désinterview politique, vous répondez du tac au tac avec une réponse très courte ou une phrase très courte. Le grand projet marseillais sur lequel il faut revenir. Le boulevard urbain sud, l'autoroute urbaine qui balafre l'ensemble des quartiers sud et beaucoup d'espaces naturels protégés. Cannabis, légalisation ou dépénalisation? Alors nous, ce que l'on souhaite, c'est expérimenter la voie de la légalisation pour permettre une vraie politique de prévention, qu'on arrête d'abandonner les quartiers populaires et de les livrer à cette violence et au trafic, et puis enfin que l'on contrôle le produit. Politiquement, vous êtes plutôt Samia Ghali ou Michel Rubirola? J'aime le courage de Samia Ghali et je rejoins Michel Rubirola sur l'écologie, mais pas sur la politique. Vous êtes plutôt Jul ou Soprano? Plutôt Soprano. Au quotidien, votre geste le plus écolo? Je prends pas l'avion depuis presque 20 ans. Vous êtes plutôt Greta Thunberg ou Nicolas Hulot?
J'adore les deux. Ce que j'aime chez Hulot, c'est le converti, la foi du converti et la force de persuasion. Et j'aime chez Greta le côté passionnariat quoi, qui est très très fort. Votre première mesure à la tête de la ville? Je réquisitionnerai les 30 000 logements vacants pour répondre à la crise du mal logement. Et si vous n'étiez pas élu maire de Marseille? Eh bien, je serais très déçu et je serais très déçu pour l'ensemble des Marseillais car je pense qu'aujourd'hui, Marseille a besoin de l'écologie pour changer réellement le système local. Alors pour convaincre les Marseillais, vous avez 1 minute maintenant. C'est à vous de jouer et c'est face caméra. Au mois de mars, en votant pour notre rassemblement écologiste et citoyen Debout Marseille, vous pourrez répondre à 3 urgences. 3 urgences qui gangrènent notre ville. L'urgence environnementale, nous en avons parlé. L'urgence sociale avec la rénovation des écoles, la rénovation des logements indignes, les 40 000 logements indignes qui frappent notre ville. Mais également la question de l'accès aux soins. Nous mettrons en place des maisons de santé dans les endroits où il y a très peu de médecins, où l'accès à l'hôpital est saturé, les urgences notamment. Nous répondrons enfin à l'urgence démocratique. On a parlé avec la mise en place de conseils de quartier, de collèges du futur, mais également en mettant en débat, en faisant en sorte que le citoyen, en redonnant le pouvoir aux citoyens marseillais. Ce que l'on veut, c'est renouveler les pratiques politiques à Marseille, c'est renouveler le personnel politique pour incarner ces nouvelles pratiques, ce renouveau marseillais, mais c'est également, nous défendons une écologie qui répare, qui réconcilie notre ville, une écologie qui prend soin de notre ville, enfin. Merci.